Un grand débat de campagne pour un vrai début de campagne. La Voix est libre vous propose aujourd'hui la toute première confrontation d'idées, de propositions, de personnalités également, entre les 5 principales têtes de liste aux élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. Le grand débat des régionales, c'est sur France 3 et ça commence maintenant. Bonjour à tous, merci d'être fidèles à LVEL. Bonjour Yannick. Bonjour Olivier. Nous allons mener ensemble ce premier débat des régionales de La Voix est libre. Je précise qu'il y en aura 3 autres ces 3 prochaines semaines. Chacun portera cette fois sur des thématiques, des enjeux qui touchent votre vie quotidienne, les transports, le développement économique, l'environnement, l'agriculture. Et puis si même, le mercredi 2 décembre en soirée, nous organiserons le dernier débat avant le premier tour avec les 5 principales têtes de liste qui sont avec nous aujourd'hui et que vous nous présentez, Yannick. Absolument, 5 têtes de liste qui sont actuellement, là on va se baser sur le dernier sondage dont on dispose, actuellement donc classées dans ce sondage. Je vais vous les présenter en commençant évidemment par Cécile Cukierman. Bienvenue, vous êtes à la tête de la liste L'Humain d'abord, vous représentez le Parti communiste et le MRC. Dans ce sondage, je le signale, vous êtes à 4% au premier tour pour l'instant. En face de vous, Christophe Boudot, qui représente la liste Cœur de France. Bonjour, vous représentez le Front National. Dans le même sondage, actuellement vous êtes à 24% au premier tour et 26% au second tour. Liste Front National. Liste Front National, on est d'accord. Monsieur Jean-Charles Colas est ici pour représenter, il est à la tête de liste le Rassemblement citoyen écologique et solidaire, qui regroupe plusieurs partis dont Europe Écologie Les Verts, le Parti de gauche et Nouvelle Donne. Sondage à 10% pour l'instant au premier tour. Bonjour et bienvenue. Bonjour. En face de vous, Laurent Wauquiez, un nouveau souffle pour notre région. C'est le nom de la liste qu'il conduit. Laurent Wauquiez, qui est également maire du Puy-en-Velay, député de Haute-Loire, et qui représente le Parti Les Républicains, ainsi que l'UDI et le MoDem. Bienvenue. Merci. Et enfin, Jean-Jacques Kérane, 5e invité. Alors, je n'ai pas donné les sondages, je vais quand même le faire pour Laurent Wauquiez. 32% au premier tour et 37% au second tour, toujours d'après ce dernier sondage BVA Paris Match. Enfin, disait Jean-Jacques Kérane, bonjour, bienvenue. Bonjour. La liste s'appelle Nous, c'est la région. Vous représentez le Parti socialiste, le PRG. Dans ce fameux sondage, vous êtes à 26% au premier tour, puis 37% donc à égalité avec monsieur Laurent Wauquiez dans ce dernier sondage en tout cas. Et je le précise évidemment, vous êtes président sortant de la région Rhône-Alpes. Le débat va durer 50 minutes jusqu'au flash de midi. Après le point sur l'actualité dans les Alpes, en Auvergne et en Rhône-Alpes, vous aurez droit à un décryptage avec 2 confrères de la presse régionale. Géraldine Marcon, journaliste à France Bleu Pays d'Auvergne et francebleu.fr, et Geoffrey Mercier, journaliste politique au Progrès. Voilà pour le cadre de l'émission, le cadre du débat à présent. La future région Auvergne-Rhône-Alpes, eh bien c'est à peu près 70 000 km², l'équivalent en taille de l'Irlande, une population de 7 800 000 habitants, on pourrait dire à peu près la Suisse, juste derrière l'Autriche, 10e région en Europe. Et puis la richesse, le produit intérieur brut, un PIB, comme on dit, de 239 milliards d'euros, 2e région en France, après Île-de-France bien sûr, et c'est la 8e région en Europe. Voilà donc ce dont nous parlons aujourd'hui. Depuis la rentrée de septembre, La Voix est libre fait vivre la campagne. Sur le fond d'abord, et ce sera le cas aujourd'hui encore. Et puis sur la forme, certains d'entre vous ont tenu dans La Voix est libre des propos sur leurs adversaires politiques qui ont donné, on va le dire, une tonalité, allez, bien peu amène, bien peu agréable à ce début de campagne. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On vous a reçus les uns les autres. Alors c'est vrai que la campagne officielle a démarré récemment et qu'en attendant les programmes, les points concrets, c'est plutôt les noms d'oiseaux, comme disait Olivier, les amabilités qui ont régné. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, M. Wauquiez, que je recevais le 26 septembre dernier, m'expliquait que Jean-Jacques Kérane, c'est beaucoup d'agressivité, beaucoup de critiques, beaucoup de méchanceté. Laurent Wauquiez nous expliquait, c'est pas ma conception de la politique. Aujourd'hui, M. Kérane, il est très seul, sans doute précisément parce qu'il est agressif. Et alors, en retour, M. Kérane, sur une autre émission avec Christian Deville, vous nous avez expliqué que Laurent Wauquiez avait une conception complètement archaïque de l'économie. Et alors, je vous cite, vous dites, Laurent Wauquiez est non seulement réac, mais aussi ringard. Avec lui, on a un débat de caniveau. Alors, puisque vous êtes face à face, je vais commencer par vous, M. Kérane. Est-ce que vous pouvez confirmer à M. Wauquiez qui est en face de vous qu'il est réac et ringard ? Absolument. D'abord, je crois que notre émission doit être utile, c'est-à-dire parler de la future région. Et ça me paraît évidemment le plus important. Donc, confronter les programmes, les propositions. Moi, j'ai le mien ici. Je l'ai publié, c'était il y a 3 semaines. Nous sommes à 1 mois d'élection. Ce programme, il est disponible. Je ne connais pas d'ailleurs celui de M. Wauquiez.
Je ne connais pas non plus sa liste à un mois de l'élection. Donc vous voyez qu'on est quand même dans la grande improvisation de la part d'un candidat qui m'apparaît particulièrement seul. Mais moi, je fais une campagne en positif. Je veux dire que cette région à laquelle je me consacrerai à temps plein, puisque moi, je ne cumule pas de mandat. Je ne suis pas député-maire, je ne suis pas numéro 3 du Parti républicain. Moi, j'entends faire du positif. Cette région, c'est une chance, c'est une opportunité. On va exister plus fortement en Europe, mais surtout, comment être utile pour nos concitoyens. C'est pas très positif de commencer cette campagne les uns les autres. Hein. D'ailleurs, on a d'autres exemples pour les autres candidats, je les rassure. Moi, voilà, je souhaite, dans le cadre de cette émission, parler des propositions, confronter nos propositions. Ça sera utile pour les téléspectateurs. Parlons des lycées, parlons de l'apprentissage. Donc, par exemple, vous ne vous sentez pas du tout agressif et solitaire? Pas du tout, pas du tout. Monsieur Moi, Wauquiez, j'ai la répondre, liste, elle est déposée. Oui, je vais précisément pas rentrer là-dedans. J'ai de l'estime pour les personnes qui sont autour de cette table et je trouve que cette politique où chacun s'injurie n'a juste pas de sens. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on apporte un nouveau souffle dans notre région. Je pense que les gens de notre région ont envie de renouvellement. Ils ont envie d'autre chose, ils ont envie de changement. Ça fait 10 ans que le Parti socialiste gère notre région. Et je voudrais poser une question toute simple à ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'au cours des 10 dernières années, ils ont en tête autour de chez eux quelque chose que le Conseil régional ait fait d'important et qui ait changé leur vie quotidienne? Aujourd'hui, on ne sait plus à quoi sert le Conseil régional. Alors qu'on a une région qui est fabuleuse. Moi, j'y suis né, j'y vis avec ma famille, on a une région exceptionnelle. Ce que je veux, c'est qu'elle soit à nouveau concrète. Et on a toute une série de propositions dont on débattra. La préférence régionale dans les marchés publics, s'appuyer à nouveau sur les produits de notre agriculture, dans les cantines pour nos enfants, essayer de travailler aussi sur des sujets comme la sécurité. On a laissé se dégrader la sécurité dans notre région, dans les TER, dans les gares. N'allez pas trop vite, on va venir au thème. Ce qu'on constate, c'est que les noms d'oiseaux que vous êtes affublés, c'est terminé. Là, on passe au. Non, on a vu clairement. Le propos de M. Kéran était tout de suite en attaque et en agressivité. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, je suis dans le rassemblement. On a fédéré toute la droite et le centre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas du côté de M. Kéran, puisqu'il n'est pas suivi par ceux qui l'ont accompagné jusque-là. Ce n'est pas notre sujet. Moi, je suis là pour rassembler et apporter ce nouveau souffle dans notre région. C'est ça dont on a besoin. Christophe Baudot. Je ne savais pas que cette émission était un duel. Non, comment ça? Monsieur Baudot, dites pas ça, vous avez la parole, je vous donne la parole. Merci beaucoup de me la donner. Vous le savez très bien. Je voudrais, moi, m'inscrire en faux dans ce qui a été dit entre M. Kéran et M. Wauquiez, parce que ce qu'il faut vraiment savoir, nos compatriotes doivent savoir que cette région a été co-administrée finalement par l'UMP et par le Parti socialiste, puisque plus de 90% des dossiers ont été votés en commission permanente, et ça, je tiens les chiffres à disposition de tous. Tous les dossiers ont été votés conjointement par l'UMP et par les partisans de M. Wauquiez. Moi, je crois que cette région a échoué. M. Kéran, vous avez échoué pendant 10 ans parce que vous n'avez pas été à la hauteur. Vous avez été soumis au chantage permanent de votre attelage de gauche que l'on voit aujourd'hui à côté de vous, en face de vous, qui sera bientôt peut-être encore à côté de vous au deuxième tour. Ça, c'est improbable. Vous avez un attelage de gauche qui est improbable. Il vous a fait, vous avez été soumis au chantage politique pendant 6 ans, pendant 10 ans. Et ça, ce sont les Rhône-Alpins qui en ont subi les conséquences. Donc ça, c'est très dommageable pour la démocratie. Moi, je pars dans cette aventure régionale, dans cette élection régionale, avec mes forces, avec mes convictions. M. Wauquiez a déjà fait un accord improbable avec le centre. Il s'en mord les doigts aujourd'hui. Le grand écart est intenable. Il le sent très bien. Et le Front National est en force. 21%, 23%, 26% aujourd'hui. Vous aurez quand même besoin de réserve de voix. Vous voulez rester seul, par exemple, puisqu'on parlait de phrases, je vais le dire rapidement, mais on a aussi relevé. Vous avez dit que Laurent Wauquiez était un caméléon, un usurpateur. Absolument. Vous avez dit que Jean-Jacques Kéran faisait passer son idéologie avant la région. Vous n'avez pas été beaucoup plus top niveau au niveau des petites phrases ces derniers temps. Donc vous voulez rester seul et vous n'avez pas d'amis dans cette campagne? Non, parce que nous avons des convictions, nous avons un programme qui nous aussi est établi. Il sera envoyé dès cette semaine aux 4 millions de foyers rhône-alpins et auvergnats. Pardon ? Il est sorti, votre programme, il a été publié. Il est sorti et je le présenterai lundi matin à Lyon. Voilà, il sera chiffré. Quand on rassemble les gens, M. Baudot, on ne fait jamais une erreur. Quand on essaye de mettre les gens ensemble... mais quand on ne pense pas pareil, quand on essaye de il faut le dire aux électeurs avant. On ne fait jamais une erreur. Et vous verrez tout au long de ce débat qu'il n'y a aucune ambiguïté pour moi entre des positions qui sont défendues par le Parti socialiste et par le candidat du gouvernement, qui est M. Kéran, et nos positions. Aucune ambiguïté. Vous êtes le candidat du Parti
de Nicolas Sarkozy. Cécile Cukierman. Simplement, peut-être pour sortir un peu du combat de coq, quoi, si vous me le permettez, parce que je suis assez surprise de la tournure. Je crois qu'on était venu pour effectivement parler du programme de la région. Je ne fais de procès à personne. Je constate en tout cas comment les choses se prennent. Alors après, il est vrai que nous n'avons pas fait comme les 4 autres candidats un numéro spécial de La Voix est libre. Donc il est difficile de revenir sur ce que nous avons dit. Je rappelle qu'un de vos candidats a été invité dans une Voix est libre, Madame Cukierman, qu'aujourd'hui vous pesez à peu près 5% et qu'on obéit aux règles du CSA. En témoignage d'un autre candidat, et à l'époque les règles du CSA ne s'appliquaient pas au moment où ces émissions ont été faites. Donc voilà, je crois qu'on est là en tout cas pour parler des enjeux de la région, de ces prochaines élections. Effectivement, moi ce qui m'intéresse et ce que je constate quand même quand on est sur le terrain, c'est que la priorité des gens aujourd'hui, c'est la question de l'emploi. C'est qu'est-ce qu'ils vont devenir demain dans cette grande région. Et je crois que c'est de cela aujourd'hui dont nous avons besoin de parler. Et je tiens à rappeler à M. Boudot que je ne suis l'attelage de personne. Voilà, donc je crois qu'on va laisser effectivement ces petits noms d'oiseaux. Mais vous n'avez pas fait 10% et vous avez été récupéré par M. Kéran. Je suis l'attelage de personne, je mène les idées qui sont les miennes, qui me sont chères, qui sont chères aux 230 candidats qui seront sur la liste. Madame, et je crois que l'objectif en tout cas de cette élection est celle-ci, de répondre aux besoins des femmes et des hommes de notre région. Monsieur Colas, pour ce premier tour de table, et ensuite on va parler, vous allez le voir, et vous allez être satisfaits tous, de concret, d'emploi notamment. Et donc vous n'avez pas de petite phrase à me reprocher? Non, en fait, on n'avait pas de petite phrase. On sait qu'il y a une petite guéguerre entre vous deux, sur notamment le fait que la liste de Mme Cukierman utilise le terme « l'humain d'abord », se prévalent notamment du sigle Front de gauche, et on sent que certains d'entre vous sur votre liste ont régler leur compte par communiqué de presse en traitant cette liste de tromperie, en faisant de la tromperie. Voilà. Au passage, M. Colas, vous avez aussi reproché à M. Wauquiez de vous avoir insulté, de vous avoir traité de Khmer vert en disant que c'était des références inacceptables dans un débat démocratique. Tout à fait. Tout le monde y a eu droit. Je n'ai pas insulté qui que ce soit, mais effectivement, dans le débat républicain et dans le débat démocratique, il me semble qu'il y a un minimum de respect à avoir entre concurrents et entre adversaires. Et je trouve qu'effectivement, le mot le plus dur que j'ai dû dire sur M. Wauquiez, c'était le terme d'usurpateur. Je le maintiens d'ailleurs, parce que quand je l'entends effectivement me traiter d'ayatollah ou Khmer vert, je pense que c'est pas bon pour le débat démocratique. Et quand il nous dit qu'il est un élu de terrain de l'Auvergne, il a passé 80% de son existence en région parisienne. Aujourd'hui, il est essentiellement en région parisienne. Je pense qu'effectivement, c'est un usurpateur. La meilleure preuve, c'est quand même qu'il nous fait des propositions tout de suite sur des politiques qui ne dépendent pas de la région, mais bien de l'État. Et il est un parlementaire. On va y venir. On va y revenir. Juste, pardon, parce que là, il y a quand même une attaque personnelle. Je suis né dans notre région. Oui. Je vis avec ma famille chez moi en Haute-Loire au Puy-en-Velay. Je suis maire du Puy-en-Velay. Mais pour moi, vivre, monsieur Wauquiez, c'est pas seulement habiter et avoir une adresse. Mes enfants vont à l'école dans notre région. Tout à fait. C'est pas vous qui décernez vous avez fait votre scolarité à Paris, vos études à Paris, l'essentiel de votre vie professionnelle à Paris. Monsieur Colas, si on pouvait passer vous décernez pas des brevets qui gère le débat, de que ce soit clair. Non, c'est pas moi, c'est les Ici, je suis un élu de la République. Voilà. Et vous n'avez pas à classer les élus de la République. Le numéro de M. Wauquiez, voilà, merci messieurs, on a terminé ce premier tour de table. Auvergne-Rhône-Alpes, revenons-y. On a vu ces mensurations, ces muscles si je puis dire, mais cette nouvelle région, c'est aussi ce que je pourrais qualifier parfois de déséquilibre, d'asymétrie. J'ai choisi simplement 2 indicateurs. D'abord la répartition de la richesse du PIB, donc entre les 2 futures ex-régions. Et on voit d'un côté l'Auvergne qui pèse 15% et Rhône-Alpes 85%. C'est à peu près du reste le même écart quand on regarde les budgets régionaux et à peu de choses près celui aussi des populations. Puis une autre donnée dite structurante, 78% de la population réside en zone urbaine, notamment 82% en Rhône-Alpes. Alors, Auvergne, Rhône-Alpes, ville et campagne, du coup, une question, comment réussir la fusion sans léser personne? C'est la question que nous vous posons ce matin et vous téléspectateurs, vous nous en avez parlé cette semaine sur notre site internet. Franck Grasso, bonjour. Bonjour. Quelques mots, que vous ont dit les internautes? Alors, je précise aussi qu'on peut encore commenter cette émission, évidemment, avec le hashtag élection au pluriel, suivi de Aura comme Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je n'ai aucune priorité pour cette réforme scandaleuse, nous dit Christophe, qui pense que ce passage à la grande région ne fera aucune économie et mettra la pagaille partout. Pourquoi détruire les 22 belles régions de France? Notre carte était si belle, conclut-il. Serge demande, lui, carrément l'abrogation de la loi NOTRe à l'origine de cette réforme.
Au contraire, Catherine de Saint-Julien en Genevois pense qu'il faut passer à une vraie baisse des dépenses publiques afin d'éviter le crash et demande comment les candidats comptent faire. Les départements vont-ils fusionner avec la région, demande-t-elle, tant la réforme est restée floue encore sur cette question. Enfin, des questions autour des rapports à l'avenir entre cette grande région, mais aussi avec les métropoles et les grosses intercommunalités. Que deviennent les villages dans tout ça, s'étonnent plusieurs téléspectateurs. Et Jean de citer le village d'Ozon en Haute-Loire qui voit son budget diminuer alors que c'est un lieu touristique qui a toujours besoin de s'embellir. Fin de citation. Merci Franck. On va essayer de venir plus précisément sur ce sujet de la distance qui va s'installer sans doute entre certains territoires dits ruraux éloignés et les points de décision. Et je vous emmène, puisqu'on parlait de la Haute-Loire, à Vissac, plus précisément Vissac-Autérac. Regardez, cette commune a connu depuis le mois de juillet un truc incroyable, c'est-à-dire elle est déconnectée. Il n'y a plus de téléphone fixe, donc plus d'Internet. C'est une commune qui a beau réclamer à corps et à cri cet équipement, alors que la région a cofinancé, vous le voyez, ces armoires là qui permettent au Internet d'arriver, ça ne marche pas, les opérateurs sont insensibles. Pourquoi ? Parce qu'il y a peu d'habitants. Ma question, je vais l'adresser sur la base de cet exemple et plus globalement donc sur ce qu'on vient d'entendre, les inquiétudes des internautes, à Cécile Cukierman. Comment comptez-vous, si vous êtes élue présidente, assurer à ces habitants qui seront sans doute isolés et sans doute loin de votre présidence, par exemple, comment comptez-vous leur assurer d'être traités à égalité d'un Lyonnais, pour donner un exemple comme celui-là ? Écoutez, tout d'abord, la loi n'a pas été faite pour les traiter à égalité. Donc bien évidemment, il s'agit demain de construire une région qui s'appuie sur les différents territoires, sur la richesse de chacun, qui s'appuie sur les femmes et les hommes qui vivent et travaillent dans notre région pour construire et produire cette égalité. Parce que si on laisse faire, et si on laisse la droite s'installer dans cette région demain, c'est tout le contraire qui va se mettre en place. Concrètement, l'exemple que vous donnez sur l'accès au téléphone, je le trouve très évocateur. Quand on parle du service public, mais on est en plein dans cette problématique-là, qui dépasse d'ailleurs le cadre de la région. Mais la région, demain, est-ce qu'elle se bat pour qu'il y ait plus de services publics sur son territoire, qui donc garantissent aux Lyonnais, comme à l'habitant de Haute-Loire, ou du Cantal, ou du sud de la Drôme, de pouvoir avoir accès à tous les services pour vivre là où il l'a choisi ? Vous répétez ma question, Ou est-ce que effectivement, demain, en Auvergne-Rhône-Alpes comme ailleurs, c'est la loi du marché qui décide pour les femmes et les hommes à quel service ils ont accès. Moi, personnellement, cela, je m'y résigne et je pense que c'est une autre politique que celle-ci qu'il faudra mettre en place. Christophe Boudot, comment assurer ce qu'on appelle l'équilibre des territoires ? Cette réforme territoriale est une réforme qui nous avait été vendue par le Parti socialiste pour, faire des économies sur les budgets régionaux. Il n'en sera rien, bien évidemment. Cela va même faire grossir les budgets. Je crois que cette réforme territoriale est une infamie. Il aurait fallu tourner la région vers les communes, vers les départements. Elle est faite, Monsieur Boudot. Simplement sur l'exemple concret que donne Yannick. Comment vous intervenez ? Quels engagements vous prenez ? Réduire la fracture numérique. Parce que moi, pendant cette campagne, je me rends compte qu'à Aurillac, partout, dans la Drôme, en Ardèche, on a beaucoup de problèmes pour accéder au haut débit. Et pour installer une entreprise, pour installer des ménages, des foyers, il faudrait avoir un accès privilégié au numérique. Donc, mais aussi les transports. Comment on l'obtient cet accès ? Mais aussi les transports, parce qu'il faut rééquilibrer notre offre de transport. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le chantage des écologistes sur M. Kéran a finalement déséquilibré cette relation que nous avons avec la SNCF. Et il y a encore des zones qui sont enclavées dans cette région. Donc il faudra mettre le paquet sur le transport. Bien évidemment, nous défendons la SNCF. Vous voulez des transports publics partout, au plus proche des citoyens. Concrètement, comment vous obtenez ça si vous êtes président de la région demain ? Vous l'avez dit, l'enjeu de cette immense région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est effectivement sa diversité de territoires et des métropoles très dotées, très riches et des territoires ruraux. 80% du territoire est en zone rurale ou de montagne. Et donc c'est la région qui doit permettre l'équité et l'équilibre des territoires, l'égalité entre les citoyens. Comment ? C'est très simple. Là où le privé ne va plus, dans votre exemple, c'est criant. Sur un certain nombre de missions de service public, c'est à la région, qui peut, et en particulier sur le numérique, mais en particulier sur le transport collectif, dire pour l'égalité des citoyens et des territoires, c'est moi qui fais. C'est pas un peu facile pour les opérateurs privés, finalement, on abandonne les territoires ruraux. C'est une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, on le voit dans votre exemple, quand c'est pas rentable parce qu'il n'y a pas assez d'habitants, le privé ne le fait pas. Donc c'est au public de le faire, c'est ça le rôle du service public, y compris dans la proximité de tous les territoires. Et pour tous les services publics, pas seulement pour le numérique. Laurent Wauquiez, l'équilibre des territoires ? Ma particularité, c'est que je viens de cette ruralité. La Haute-Loire, c'est un département rural.
Les exemples dont vous parlez, Ozon, Vissa-Cotérac, mais les réalités du Cantal, du Vercors, de l'Allier, de l'Ain, sont des réalités que je connais très bien. Et nous voulons être les défenseurs de cette ruralité qui effectivement est inquiète. J'en connais les valeurs, les attentes, et c'est des attentes très concrètes. Prenons 2 exemples. Le premier que vous n'avez pas évoqué, les médecins. Aujourd'hui, avoir accès à un rendez-vous à un médecin généraliste, un spécialiste, dans notre région est devenu très difficile. La région n'a pas agi. Je vais prendre, est-ce que vous savez le nombre d'aides à l'installation de médecins qui ont eu lieu en Rhône-Alpes l'année dernière? 3. 3 aides à l'installation de médecins en Rhône-Alpes, on pourra le vérifier. Notre objectif, c'est de mettre le paquet là-dessus. C'est-à-dire d'avoir des vrais montants, des millions d'euros qu'on cible sur ce sujet, parce que c'est prioritaire. Deuxième exemple, Internet et le mobile. Il faut jouer la solidarité et la forcer entre les zones urbaines et les zones rurales. Et dire clairement aux opérateurs, comme nous l'avons fait en Auvergne, quand vous vous installez sur un territoire urbain, on vous demande de couvrir en même temps la zone rurale. Et on a les moyens juridiques de pouvoir, aujourd'hui, la région a les moyens juridiques de pouvoir forcer un opérateur privé de s'engager sur un donnant-donnant. Qu'est-ce que nous, on a fait en Auvergne? Et ça a été très bien fait. On a les moyens là-dessus. juridiques, monsieur Wauquiez? Oui, parce qu'on a fait un partenariat. On leur a dit, vous vous installez sur les zones urbaines où là, vous êtes rentable. Nous, on accompagne financièrement l'ensemble de l'installation, mais la contrepartie, c'est que vous ne laissez pas de côté la ruralité. Le bilan de René Souchon, le président actuel. Bien sûr, et qui sur ce point-là, ce qu'a fait la région Auvergne, et qui sur ce point-là était bon. Alors que par contre, monsieur Caron ne devrait pas rire là-dessus, parce que la réalité de l'internet et du mobile en Rhône-Alpes est très mauvaise. En Ardèche, par exemple, on a une situation qui est très mauvaise. C'est faux. Dans l'un, ils sont en difficulté, ils attendent. Répondre d'abord d'une façon générale. Et vous ne devriez pas rire sur ces sujets Internet. C'est important pour les gens. Je vais répondre d'abord aux téléspectateurs. Je pense que la chance de notre région, c'est d'avoir des centres urbains, mais aussi des villes moyennes et des territoires ruraux. Il faut que chacun trouve les moyens de son développement et il faut aussi que chacun ait les chances d'égalité, notamment pour ses enfants. Il vient de sortir une étude intéressante qui montrait combien les différences sociales pouvaient jouer dans l'accès au supérieur. Quand je regarde ce qui se passe, je constate que Rhône-Alpes est bien placé. Pourquoi? Parce que nous avons voulu qu'il y ait de l'enseignement supérieur à Valence, à Bourg-en-Bresse, à Roanne et en Auvergne, à Vichy, à Montluçon. Monsieur Wauquiez, vous avez été secrétaire d'État dans ce domaine de l'enseignement supérieur. Vous étiez contre ces universités décentralisées. Moi, j'ai enseigné au début à Valence, au début de l'université, enfin du centre de droit. J'ai enseigné au début à Saint-Étienne. Et j'ai vu combien les jeunes qui étaient là, qui étaient des boursiers, c'était pour eux une chance d'être en enseignement supérieur. Je viens sur les maisons de santé, parce qu'il faut que les territoires soient bien reliés et bien connectés. Bien reliés, bien connectés, ça veut dire la fibre, le très haut débit partout. C'est l'engagement que nous prenons dans le cadre évidemment de cette campagne. Et c'est l'engagement que nous tenons. Monsieur Wauquiez, Ardèche Drôme numérique, c'est le premier réseau d'initiative publique, 120 millions d'euros qui ont été investis pour aller je pense que ça justement, fait longtemps que vous n'êtes pas allé je vous ai laissé parler, justement là où il n'y a pas de service Internet. Quant aux maisons de santé, arrêtez, vérifiez vos chiffres. Je vous donne les chiffres aujourd'hui. Il y a 46 maisons de santé en Rhône-Alpes. Il y en a 16 du côté Auvergne. C'est un vrai succès et il faudra continuer. Ces maisons de santé, ça permet d'avoir à proximité des professionnels de santé, des médecins. Nous l'avons fait et nous avons été précurseurs. Oui, mais ça, et puis ensuite, on va changer de thème, si vous le permettez. Qu'attendent nos concitoyens. Se posent cette question simple. Est-ce qu'ils ont l'impression qu'aujourd'hui, l'accès aux médecins est facile? Je pense que c'est la meilleure réponse allez à Noir-et-Table, allez à Cour-la-Ville. Vous le verrez, monsieur Wauquiez. Je pense que vous êtes très déconnecté du terrain en disant ça. Allez, on a parlé de connexion, on termine sur le mot déconnecté, c'est ce qu'on appelle boucler la boucle sur ce premier thème. La réforme territoriale a affirmé le rôle premier de la région dans le développement économique. C'est l'un des enjeux de cette élection et des 6 ans qui viennent. 3 données pour lancer ce débat. D'abord, la répartition de l'emploi. Vous allez être contente, madame Cécile Cukierman. L'emploi entre les deux régions, Auvergne, donc 530 000, Rhône-Alpes 2,7 millions. Ça fait 16% d'un côté, 84% de l'autre. Du reste, ça correspond. Et vous voyez, c'est assez logique, à la même répartition que la richesse. Quand on regarde un tout petit peu la population active, on regarde notamment l'agriculture, 2,2% à peu près. C'est ce que pèse la population active dans la grande région. C'est 3 fois plus important en Auvergne qu'en Rhône-Alpes. Mais le taux général est comme le reste de la France. L'industrie, 15%.
8%, la construction à peu près 7%, et le tertiaire, alors j'ai mélangé, vous m'excusez, le tertiaire marchand et non marchand, en gros, qui est un peu plus forte en Rhône-Alpes, et qui est plus faible que le reste de la France. Et enfin, dernière donnée, évidemment essentielle pour nous, c'est le taux de chômage. Alors vous m'excuserez là encore une fois, je n'ai des chiffres officiels que ceux donnés par l'INSEE, c'est le 3e trimestre 2014, et vrai que le taux de chômage sur les deux futures ex-régions, à peu près le même, 8,8 et 8,9. Alors question, madame, messieurs, quel levier allez-vous activer pour dynamiser, redynamiser le secteur économique de la future région et favoriser l'emploi? Les internautes ont déjà quelques idées sur la question, Franck. Oui, alors Christophe de la Bourboule s'exclame « Priorité au développement économique, surtout en Auvergne, que les investisseurs risquent de déserter au profit de Rhône-Alpes, mieux équipés en transport ». Angeline de Sassenage espère un développement économique qui doit profiter à chacun et chacune. Marie-Laure pense qu'il faut relocaliser les activités de la vie quotidienne, alimentation, eau, énergie, transport. La région est l'acteur fondamental du point de vue économique, affirme Éric Dupuy-en-Velay. Mais faire croire que c'est en appliquant la préférence régionale que notre région évoluera est un leurre populiste. L'emploi en Auvergne est prioritaire, estime Catherine. La situation est catastrophique pour les cadres diplômés. Elle évoque notamment dans son message le cas d'architectes à qui Pôle emploi propose des boulots d'ouvriers. Merci Franck. Parlons donc d'économie et d'emploi par la même occasion, avec cet exemple qu'on a déjà cité plusieurs fois dans nos émissions, parce qu'il est frappant et qui va m'amener une question que je vais adresser à Christophe Boudot, par exemple. Vous connaissez cette entreprise, c'est Microelectronics. ST Microelectronics. Voilà, et à Grenoble. Une usine qui fabrique des semi-conducteurs, des petites pièces électroniques qui vont notamment dans les consoles de jeux, par exemple. Cette entreprise a bénéficié d'aides, notamment dans le cadre d'un projet qui s'appelle Nano 2017. La région a aidé beaucoup cette entreprise qui risque de licencier, même voire de fermer des sites parce que le contexte mondial est mauvais. Ma question, elle est double, Monsieur Boudot, puisqu'on n'a pas encore eu votre programme économique, c'est l'occasion ou jamais. Vous parlez notamment au niveau national, là je parle du Front National, de préférence nationale. On est dans le cadre d'une entreprise qui a bénéficié d'aide. Est-ce que cette entreprise, vous la laissez tomber parce qu'elle fabrique aucun produit régional ? Et ça n'est pas une entreprise typiquement régionale, ou est-ce que vous continuez à utiliser ce levier qui consiste à aider les entreprises, et comment ? Alors, les entreprises n'ont pas besoin d'argent public, de la région. Foutez la paix aux entreprises. Ce qu'elles veulent, c'est avoir une baisse des charges pour pouvoir embaucher. Vous savez que la baisse des charges n'est pas liée aux capacités du président de la région. C'est national, bien évidemment, mais je m'adresse maintenant à M. Kéran. Comment vous faites en tant que président de région ? Comment vous utilisez la région doit se mettre au service des entreprises, mais quand je parle des entreprises, ce sont les TPE, ce sont les PME qui, elles, créent l'emploi tout de suite, de façon durable et sur le terrain. Nous considérons que les entreprises ont été oubliées, ont été laissées de côté par Jean-Jacques Kéran sur les dispositifs. Parce que nous rencontrons, nous, les artisans, les commerçants, les TPE, la CAPEB, les autres organisations d'employeurs, et on nous a dit on aimerait être associé à la co-construction des dispositifs. Parce qu'on crève aujourd'hui des charges qui sont complètement spoliatrices pour un entrepreneur. J'étais encore hier dans la Loire visitant une fonderie. Le chef d'entreprise m'a dit, mais écoutez, nous, on pourrait embaucher 1, 2, 3 personnes, mais on ne peut plus le faire parce qu'on est complètement asphyxié par les charges. Donc vous aidez les PME directement, donc et les grosses entreprises. Par exemple, vous avez rencontré la direction de Michelin, je crois, récemment. Vous leur avez dit, on ne vous aidera pas, nous, région, c'est pas notre bientôt, je le ferai. Michelin, je les rencontre pourquoi ? Parce que je voudrais qu'ils nous expliquent ce qu'ils attendent d'une région. C'est-à-dire, ils attendent une région qui pourrait faciliter leur vie au niveau des transports, au niveau de l'accès au numérique, on en a parlé, et aussi au niveau de la sécurité, puisque ce sont des thèmes transversaux qui peuvent aider une entreprise à se développer. Mais nous, notre programme économique est prioritairement consacré aux petites entreprises, parce qu'aujourd'hui, elles créent l'emploi avec localement. Votre voisin Laurent Wauquiez, vous prenez la préférence régionale. C'est M. Wauquiez qui me rejoint sur ce thème. Régionale, qui d'ailleurs est à la une d'un grand quotidien aujourd'hui, la une de votre présidente de la parti. Préférence régionale, c'est le programme du Front National depuis 10 ans, depuis 15 ans, depuis 20 ans. Je vous pose la question à tous les deux, mais c'est Laurent Wauquiez qui va répondre. Est-ce que ça a un sens dans une économie internationale ouverte de dire on va privilégier une région, si grande soit-elle ? D'abord, regardons ce qu'est aujourd'hui notre région. On a un potentiel économique extraordinaire. Par exemple, est-ce qu'on sait que dans la Loire, on a le leader mondial du traitement de l'eau ? On a les pôles économiques de Savoie, de Haute-Savoie. On a aussi la chance d'avoir un tissu d'artisans, de commerçants. Vous savez qu'on a la première région en termes d'AOC agricole, aussi bien pour notre viticulture que pour nos produits agricoles. Et pourtant, cette année, on a connu la plus forte augmentation du taux de chômage de France. La plus forte.
Et le Conseil régional n'agit pas assez. Ce qu'il faut, c'est pas promettre des grandes choses, mais des éléments qui sont très concrets, très opérationnels. Premièrement, ce que je souhaite, c'est qu'on mette en place un programme zéro charge pour les petites entreprises qui embauchent. Moi, je préfère qu'on mette notre argent pour que quelqu'un soit à l'emploi plutôt que verser des prestations sociales. Vous avez été au gouvernement, monsieur Deuxième Wauquiez. chose, et je l'ai fait d'ailleurs, Oui. notamment sur les entreprises Oui. de moins de 10. Je crois pas. Deuxième chose, vous pourrez le vérifier, monsieur Boudot, c'est très facile sur Internet, ça s'appelait zéro charge pour les entreprises de moins de 10. Le chômage a augmenté. La deuxième chose, préférence régionale dans les marchés publics, notamment pour les entreprises du BTP. C'est notre argent, il est normal que ça bénéficie à nos emplois. Et notamment à des entreprises qui payent leurs impôts localement et qui embauchent des apprentis. Est-ce que c'est possible? Parce que toujours on oppose cette question, que je trouve d'ailleurs terrible, parce que c'est l'aveu que le politique n'a plus aucune décision et qu'au fond, c'est la culture du parapluie. Le politique on peut s'abrite. penser aussi, excusez-moi, on peut penser Oui. que le code des marchés publics, que la C'est loi faux. fixe un certain nombre C'est de faux. choses. C'est Par pas exemple, forcément le uniquement code la des marchés responsabilité publics des permet de politiques. mettre des critères de mieux disant. C'est-à-dire de ne pas choisir systématiquement le moins cher, parce que quand vous faites le moins cher, vous récupérez les travailleurs détachés. Dans ma ville, par exemple, Que en vous 7 avez ans, voté, monsieur Wauquiez. en 7 ans, Monsieur l'UMP Boudon, a on va voté. laisser Que je- juste Monsieur Si. Wauquiez Je juste peux terminer intervenir sa juste sur démonstration, la- mais Est-ce que juste, vous avez beaucoup est-ce que parlé juste, jusqu'à monsieur présent, donc Boudon, on va laisser aussi parler j'essaye vos de ne pas vous contradicteurs. interrompre. Je vous Et je en pense prie. que c'est une marque de respect Je vous en prie. dont on doit pouvoir On être connaît capable. le respect que vous avez. De ce point de vue, dans notre ville, on a systématiquement appliqué ça, en favorisant des entreprises qui prennent des apprentis localement, en mettant des clauses de mieux disant, ça permet de valoriser les nôtres. Dernier élément, l'agriculture. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans notre région, il y a moins d'un produit sur deux dans les cantines de nos lycées qui sont issus de notre agriculture? Vous avez un débat C'est de là-dessus, la avec folie. M. Kéran, sur les Non, quantités. moins hein. d'un produit sur deux. Monsieur Kéran ne contestera pas ça. Et donc, on se retrouve Au début, avec vous disiez aujourd'hui... 15-20%. Aujourd'hui, vous dites un produit sur deux. Bah, Mais ça je pense change que un peu M. Kéran... durant les semaines. Moi, je suis reparti sur le chiffre de M. Kéran. Il dit 40%. Il dit Acte. 40%. Moins d'un produit sur deux. Et enfin, miser sur le numérique. Demain, ce que je souhaite, c'est que ce soit notre région qui est la Silicon Valley de l'Europe. Et là, on a un beau défi. Monsieur Kéran. Oui, monsieur Wauquiez. D'abord, je vais vous donner le chiffre des entreprises régionales sur les marchés que nous maîtrisons, qui est celui des lycées. C'est 90%. Je vais vous donner le tableau. Est-ce que vous pouvez me le donner c'est sur les autres travaux? 90%, monsieur Wauquiez. Le Et chemin en de plus, fer, par exemple. 90%. Combien sont intervenus sur le palais de la région que vous vous êtes construit à Mais 180 elles millions sont d'euros? pratiquement Elles toutes étaient- intervenues, monsieur elles étaient Wauquiez, minoritaires. à partir. Mais non, Elles étaient à partir. minoritaires. Mais non, à partir du moment où les entreprises peuvent concourir et nous prenons en compte ces éléments d'insertion. Donc vous êtes en train de raconter des sornettes. Effectivement, vous faites un demanderez clin au d'œil BTP à s'ils ont l'électorat de l'impression. M. Boudot. Vous demanderez au Préférence BTP, nationale. aux artisans et aux Laissez-moi parler, commerçants, je vous ai écouté. s'ils ont une Préférence nationale. Là, j'interviens. Laissez-moi j'interviens. parler, Donc, monsieur vous avez Wauquiez. tout à l'heure fait la leçon à Monsieur Boudon. Préférence nationale, Donc, monsieur préférence Kéran. régionale, au fond, on entend le même bruit. Mais ça ne correspond pas à la réalité. Je vous donnerai le tableau. Sur 3500 entreprises qui sont intervenues au cours de ces 4 dernières années dans les marchés publics de la région, il y en a 3000 qui sont des Donc entreprises la préférence régionale, ça régionales. existe déjà. monsieur Donc Kéran. il ne Si vous s'agit voulez pas de dire. la préférence régionale, il s'agit de l'excellence On y régionale. vient. Moi, je veux que les entreprises de Rhône-Alpes soient accompagnées par la région pour être les plus performantes. Donc ça veut dire jouer la carte de l'innovation. Oui, il y a des innovateurs. Oui, on est une région d'invention. Oui, on est une région qui, dans beaucoup de domaines, Mais vous voyez le cinéma, comment, vous voyez monsieur la houille Kéran, blanche, monsieur Kéran, on a comment joué... Vous continuez à subventionner en faisant des choix. Comment Bien vous sûr, faites des paris, mais en fait nous Sur ST Microélectronique, c'est un pari qu'on fait Nous sur l'avenir. subventionnons... Vous êtes nous d'accord avec moi, on a subvention- affaire à une concurrence Absolument. internationale. Comment on choisit Nous ces subventions subventionnons les politiques de recherche et de transfert de technologie. Nous avons mis en place un fonds régional d'investissement qui n'est pas géré par la région, qui est géré par une société de capital risque, après un appel à concurrence qui s'appelle CIPAREX, qui est reconnu au niveau national. Donc c'est une politique d'accompagnement des entreprises. Quels sont nos objectifs? C'est les 4 I. Innovation, investissement, industrie, parce que ça c'est une force de notre région. On a 18%, nous, d'emplois industriels. C'est 4 points de plus qu'au niveau national. Et puis l'international. C'est ça, créer un climat, créer une ambiance favorable pour les entreprises. Ne pas aller prendre des mesures protectionnistes qu'évoque M. Wauquiez et qui sont totalement en dehors des réalités. C'est juste du bon sens. Donner la priorité aux nôtres dans les marchés qui mais sont subventionnés par nos monsieur impôts. Wauquiez, on vous a pas attendu. Monsieur Kéran, s'il vous plaît, on va aussi entendre Madame Kuckerman et Monsieur Colas sur cette question d'ST Microelectronics. Vous avez beaucoup reproché, en tout cas à la présidence sortante, le soutien à cette entreprise qui, selon vous, ne méritait pas finalement de l'aide publique.
Alors, il y a loin de la parole aux actes, et j'avoue que c'est assez drôle d'entendre tout ça. Le mieux-disant n'est absolument pas la préférence régionale, et ça fait belle lurette que le mieux-disant est appliqué dans la plupart des marchés publics de l'ensemble des collectivités territoriales, et entre autres de la région. Mais ce n'est pas du tout la préférence régionale. Il y a aussi des belles entreprises dans d'autres régions de France. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Vous avez évoqué le cas de ST Micro, je vous en remercie, parce que c'est un dossier, effectivement, sur lequel je me bats depuis longtemps. Moi, ma position, elle est simple. Qu'il y ait un Airbus de la microélectronique en Europe pour concurrencer les États-Unis et l'Asie, c'est ce que nous avons proposé il y a plus d'un an à l'Assemblée régionale, et nous nous félicitons que M. Kéran l'ait repris. C'est dommage que ça n'ait pas été voté à cette époque-là. Mais ça relève de l'Europe et des États, pas des collectivités territoriales. Quand la région met 25 millions dans une multinationale qui a plus d'1 milliard d'euros d'argent public, c'est une goutte d'eau. Pour la région, 25 millions, c'est très important. La région collectivité territoriale doit prioritairement s'engager vers l'économie de proximité, l'économie régionale, les PME, les TPE, l'artisanat, les SCOP, le SS en général, l'économie sociale et sanitaire. Du Front National, où ça rapproche le Front National de vos propositions. Et l'économie de proximité, vous savez, sur la transition énergétique dont on parle beaucoup. Il y a des dizaines de milliers d'emplois à créer qui sont locaux, non délocalisables, pour rénover les bâtiments et les logements. C'est bon pour le climat, c'est bon pour la facture des citoyens. Et ça, les artisans n'attendent que ça pour... Vous voulez créer une banque publique d'investissement régionale? Nous voulons créer une banque publique régionale d'investissement pour effectivement accompagner les entreprises. Aujourd'hui, les PME, les TPE et les artisans nous disent notre problème, c'est la trésorerie. On a des marchés potentiels, mais on a une difficulté. Il faut juste les aider. Les banques privées ne les soutiennent plus. C'est à nous de l'assurer. Vous êtes un des seuls dans cette campagne à chiffrer le nombre de créations d'emplois. Vous avez dit 50 000. Oui. Et forcément, on se dit, mais d'où vient ce chiffre? Alors, ce chiffre, il base sur deux choses. D'abord, le besoin. Aujourd'hui, on est autour de 450 000 chômeurs. Alors, c'est vrai que ça dépend des derniers chiffres. Catégorie A, B, C, M. Colas. Alors, moi, je prends les chiffres officiels. Après, effectivement, on peut aussi parler des temps partiels et des contrats précaires. Effectivement, c'est important. C'est très important. Même si vous l'avez dit, c'est un petit peu en dessous de la moyenne nationale. Donc, on ne va pas supprimer ce chômage d'un claquement de doigts. Deuxièmement, on a un programme de rénovation de logements où il faut être beaucoup plus ambitieux que ce qu'on a été jusqu'à présent. Et ça, on sait combien d'emplois ça crée. Un logement rénové, c'est 2 emplois par an. Et la politique économique de la région, c'est aujourd'hui un peu moins de 250 millions d'euros. Si on met la moitié sur l'économie locale et les petites entreprises, ça crée effectivement une dizaine de milliers d'emplois par an. Monsieur Colas, c'est pas Cécile Cukierman. Pour aider les entreprises à passer le cap, c'est important que l'argent public donne le petit coup de pouce, et dans les petites entreprises, c'est ce qu'ils ont besoin. On va se le redire, aux téléspectateurs. C'est bien quand il y a de l'animation sur débat, c'est bien quand les uns et les autres se répondent, mais il faut aussi que tout le monde parle et tout le monde donne la parole. C'est l'objectif de ce premier débat. Vous avez des points en commun avec M. Colas, c'est peut-être pour ça que vous ne disiez rien sur les SCOP, sur la banque d'investissement. Je dis rien d'abord parce que vous ne m'avez pas encore donné la parole, donc je vous propose de ne pas interpréter mon silence. Voilà, alors parce que vous nous demandez de ne pas nous couper, mais en fait si on ne se coupe pas, vous interprétez nos silences. Je ne m'en prends pas à vous, rassurez-vous. Moi tout d'abord, je ne suis pas votre camarade, monsieur Bouzou, d'accord? Voilà, je crois qu'il y a des choses avec lesquelles on ne rigole pas. Très bien, voilà. Je vous en prie, jusqu'à présent, on a un débat d'idées, de propositions. Je vous demande de respecter l'ensemble des personnes présentes sur ce plateau. On vous écoute. Monsieur Boudot, je crois que par rapport à la situation, et d'ailleurs on le voit et on le rencontre, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, les Auvergnats, les Rhône-Alpins, mais plus largement comme l'ensemble des Françaises et des Français, sont inquiets sur l'emploi, sur leurs conditions de travail, sur l'accès au travail. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Personne, vous leur proposez tout le monde si vous pouvez me laisser terminer. Sur le constat, je crois qu'on a compris le problème, mais sur les solutions. Je pense que nous n'avons pas fait le même temps, c'est pour que vous ayez le temps de les donner. Sur les solutions, sincèrement, sur les solutions que vous proposez. Je peux y aller? Allez-y. Merci. Attends-vous. Je pense que nous ne sommes pas d'accord sur le constat, parce que moi, je vous parle d'emploi, comme d'autres parlent de l'aide à l'entreprise. Je crois que le premier enjeu, tout d'abord, du développement économique dans notre région ne peut se faire que s'il s'appuie sur les emplois. Moi, vous savez, de 2004 à 2010, j'ai été présidente de la commission économique au Conseil régional de Rhône-Alpes. Donc, je crois qu'il y a besoin aujourd'hui d'amplifier ce qui a été fait. Je crois qu'il doit y avoir une règle, et une seule, en matière d'argent régional. Celui-ci doit être consacré à l'emploi, et chaque euro régional doit être consacré à l'emploi. Et pour le garantir, il faut élargir le contrôle des fonds publics, parce que ce que l'on voit sur ST Microélectronique, la problématique, moi je souhaite que oui, la région puisse investir pour soutenir la richesse et le développement industriel, parce que demain ça crée des emplois. Je ne souhaite pas que la région dépense de l'argent s'il n'est pas utilisé à ce pourquoi le contrat. Parce qu'à un moment donné, on passe un contrat avec l'entreprise. Vous aviez soutenu le soutien à ST Microélectronique. Je le dis très sereinement. Donc, du coup, on demande le remboursement. Que ce soit un contrat avec
une entreprise, et quelle que soit sa taille, et personne n'a ici le monopole de la défense de l'artisanat ou de la PME, parce que nous rencontrons les uns et les autres, je crois, et j'en ai rencontré de nombreuses fois dans cette campagne, mais avant, en tant que présidente de la commission économique, effectivement, de ces employeurs qui aujourd'hui n'ont pas accès au crédit bancaire. Et sur la question de la relocalisation des emplois, mais on n'est pas sur une question de préférence régionale. On est sur une question d'efficacité, on est sur une question de proximité, on est sur des questions environnementales. Est-ce que oui ou non, on continue de produire à l'autre bout de la planète les besoins que l'on peut créer? Est-ce que oui ou non, on continue de voir partir les emplois alors que nous avons un potentiel industriel plus fort que dans le reste du territoire national, dans notre région, Auvergne-Rhône-Alpes demain? Ou est-ce que cela, on le met au profit du développement de nos emplois et donc de nos territoires? Parce que c'est comme ça, y compris qu'on répondra à l'inquiétude de la fusion de la grande région. Si on ne remet pas l'humain demain dans la région, on ne répondra pas à ces défis-là. Alors je voudrais juste refixer une règle du jeu, madame, messieurs, sur les prises de parole. Je vous demande les uns et les autres de faire un effort sur l'écoute. Me semble-t-il, c'est le minimum que nous devons à nos téléspectateurs. Un minimum de courtoisie. On vous laisse parler malgré tout, et vous aussi, madame Cukierman, on vous a laissé parler. Mais c'est ce que je vous demande. Je ne vais pas vous rappeler qu'un certain nombre de téléspectateurs ont un regard parfois, on va dire, assez critique sur l'exercice de la politique et sur votre travail. Donc je vous demanderai, s'il vous plaît, de respecter cette règle jusqu'à la fin de l'émission. L'un des objectifs de la réforme territoriale, on le sait, c'est la mutualisation des moyens entre les anciennes régions. En clair, faire des économies. Où, comment? Ce sont les questions que nous abordons maintenant. Le budget des deux régions actuelles s'élève à plus de 3 milliards d'euros. À titre de comparaison, c'est moins que la métropole de Lyon. Plus de 8300 personnes travaillent actuellement dans les conseils régionaux. Sur ce total, c'est intéressant de le voir, la plupart des personnels travaillent dans les lycées, ce qui représente qu'à peu près, les 3/4. La gestion du budget régional a également fait réagir les fidèles de France3.fr, Franck. Oui, alors Guillaume de Clermont-Ferrand aurait aimé qu'on parle des grands projets inutiles et imposés comme le Lyon-Turin et le Center Parcs de Roibon. Patrick de Sainte-Foy-les-Lyons demande, lui, un référendum populaire pour les grands chantiers régionaux. Et autre réflexion, celle de Lucien de Saint-Bel. Je cite, « Messieurs, apprenez à gérer votre budget, c'est-à-dire à ne pas dépasser les recettes prévues comme tout ménage normal. » Alors justement, allons-y sur la gestion du budget. C'est un des thèmes qui a été abordé déjà dans cette campagne les uns les autres. Regardez, par exemple, on essaie de savoir combien coûterait la réforme, en fait, tout simplement. Rejoindre les deux régions, ça va coûter un peu d'argent. On l'imagine. En tout cas, il y a eu une étude qui est sortie dans ce magazine il y a même pas un mois, où des experts ont essayé d'estimer le coût global de la réforme en France. Ce serait à peu près 315 millions d'euros, globalement en France. Un exemple, les frais de communication, changer les panneaux, les en-têtes sur les lycées, ce genre de choses. C'est important quand même, puisqu'on va peut-être changer de nom. 72,8 millions d'euros. On va diviser ça évidemment avec les différentes régions. L'harmonisation des indemnités. Tout le monde n'est pas indemnisé de la même manière du côté des agents. Ça coûtera 50 millions d'euros. Et je vous donne un exemple estimé ici en Auvergne-Rhône-Alpes. Le frais de déplacement des élus qui viendront par exemple de l'Auvergne, par exemple, ça va coûter en tout 500 000 euros par an, a priori, pour qu'à chaque fois on aille au conseil régional qui sera donc désormais à Lyon. Je vais adresser ma question à M. Colas. Comment vous faites pour aborder un budget dans lequel on sait qu'il va y avoir une partie de ces dépenses supplémentaires dues à la fusion et éventuellement faire des économies ? Alors effectivement, cette réforme ne permet absolument pas de faire des économies et donc vos explications le montrent. Non, j'en ferai pas. On l'a dit très clair. Ça non, attendez. Clair. Non, il y a beaucoup d'économies à faire. Si la réforme avait réellement voulu faire des économies sur le fonctionnement en millefeuille de la France, elle aurait supprimé des échelons, ce qu'elle n'a pas fait, contrairement aux promesses effectivement du président de la République. Et c'est vraiment là qu'est le souci, c'est la multiplicité des collectivités territoriales et parfois leur cumul en termes de politique. Comment vous gérez l'actualité ? Après, vos auditeurs l'ont dit, enfin vos spectateurs, même si c'est sur Internet, il y a un certain nombre de projets qui sont inutiles, il y a un certain nombre de dépenses qui aujourd'hui sont inutiles. Nous, on l'a chiffré, on a fait le total des votes sur le mandat 2010-2015 qui nous semblait inutile ou inefficace. On a chiffré à 334 millions d'euros sur l'ensemble du mandat. Alors c'est vrai que ramener à 5 ans et demi, ça fait un petit peu moins par an, mais ça fait une grosse soixantaine de millions d'euros par an. C'est pas rien pour dire on va faire des économies, c'est pas rien non plus pour dire on peut le réorienter vers des vraies dépenses utiles au quotidien des citoyens. Et c'est pas, l'objectif n'est pas obligatoirement de faire des économies, parce que l'histoire du budget, le budget de la région n'est pas en déficit. On ne dépense pas plus que les recettes qu'on a. C'est totalement faux.
c'est plutôt une collectivité bien gérée par rapport à d'autres niveaux de collectivité en termes d'endettement. Mais globalement, toutes les régions de France, sans couleur politique. C'est une question de priorité à l'investissement. Par contre, comme vous l'avez dit en introduction, il est hors de question qu'on supprime les postes d'agents qui font fonctionner les lycées dans toute la région et qui sont nécessaires pour le fonctionnement. Donc la fusion va permettre quelques petites suppressions de postes, mais très peu sur les 8000 et quelques agents. Laurent Wauquiez, comment faire des économies dans un contexte budgétaire, hein, vous le connaissez aussi bien que tout le monde. Comment on fait? D'abord, il faut faire halte au gaspillage. La région a été mal gérée. La dette a été multipliée par 4, les impôts ont fortement augmenté et il y a eu trop de scandales. L'exemple, c'est cet hôtel de région qui devait coûter 80 millions d'euros à Lyon, qui en a coûté 180. Et y compris avec des exemples symboliques. Certains élus régionaux avec des factures de téléphone à 2000 euros, ou Airail, une agence de la région, où on avait 250 000 euros de frais de restaurant et de représentation. C'est pas acceptable. Il faut faire des économies et l'objectif est de gagner 10% sur les dépenses de fonctionnement. Ça veut dire qu'il faut mettre les services en commun. Ça veut dire que, par exemple, quand le président de la région a 55 collaborateurs à son cabinet, c'est pas acceptable. Ça veut dire aussi que les élus doivent montrer l'exemple. Vous harmonisez par le bas, si je puis dire. On sait qu'aujourd'hui, les agents qui sont en Rhône-Alpes sont moins bien payés que les agents en Auvergne qu'en Rhône-Alpes. Vous harmonisez par le haut ou par le bas? C'est que les élus doivent montrer l'exemple et s'appliquer eux-mêmes ce qu'ils demandent aux autres. Et nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait une baisse de 10% du montant des indemnités totales des élus pour qu'on puisse montrer l'exemple des économies. Alors que le montant des indemnités, on est d'accord, est fixé par la loi aujourd'hui. Vous avez tout à fait le choix. Enfin, moi je suis désolé, je pense que c'est important que l'exemple soit donné par les gens. Et je pense que ça, c'est pas populiste. Je crois que c'est très important. Ça ne touchera pas que les élus mettent l'exemple. Je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure, s'il vous plaît. Monsieur Wauquiez, s'il vous plaît. Si juste il est possible, mais visiblement certains ici ont du mal quand on évoque cette question de l'exemplarité. Allez-y, monsieur Wauquiez. Et le dernier point qui est important, c'est que Monsieur Kéran, je vous en prie. Monsieur Kéran a 40 ans de vie publique. Il a été élu pour la première fois en 1978 au Conseil régional. Jamais en 40 ans, il n'a voté une baisse de taux d'impôt. Dans ma mairie, depuis 7 ans, ça fait 3 ans qu'on a qu'on a voté des baisses de taux d'impôt parce qu'on a fait des économies. Très marginal, monsieur Wauquiez, hein, sur la fin actuellement, mais quand vous êtes arrivé à la mairie au premier mandat, vous avez dû les augmenter comme tout le monde. Une des seules collectivités locales de France qui a été capable depuis 3 ans de baisser les taux d'impôt. Et maintenant, de façon très claire, le but, c'est moins d'agences. Il y a beaucoup trop d'agences régionales avec beaucoup trop de scandales, y compris des scandales pénaux, puisque une des agences, Harald, qui est chargée de la diffusion du livre en Rhône-Alpes, aujourd'hui est devant la justice. Donc on a d'abord supprimé les agences, avoir moins de collaborateurs autour du président et baisser la masse salariale en essayant de faire en sorte de regrouper les services. Mais il faut qu'on regroupe des services. Supprimer des postes d'agents ? Non. Ce que je considère, c'est que plutôt que d'avoir 2 services juridiques, il faut un seul service juridique. Plutôt que d'avoir 2 services financiers, un seul service financier. Et oui, j'assume de dire, monsieur Kéran, contrairement à vous, qu'une nouvelle région doit se traduire par des économies et pas par des impôts en plus, comme vous l'avez fait pendant vos 2 mandats. Vous avez augmenté pendant vos 2 mandats les impôts de 25%. C'est énorme. Oui, monsieur Wauquiez, vous n'êtes pas monsieur propre ici. On pourrait parler de votre gestion, de vos responsabilités au niveau du gouvernement quand vous l'avez été pendant 5 ans. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la région a un budget et que ce budget n'augmente pas parce que nous n'avons pas de ressources nouvelles. Il n'y a pas d'impôts régionaux. La région est restée stable au niveau de son budget au cours des 5 dernières années. Vous dites, par exemple, j'ai 55 collaborateurs. Enfin, monsieur Wauquiez, vous êtes conseiller d'État. Vous savez bien que le président de région n'a pas le droit d'avoir plus de 15 collaborateurs. J'en ai 14. J'en ai 14. Ils sont sur Internet. Je veux pas rentrer dans tous les mensonges que vous assénez. Ce qui m'intéresse, c'est voir comment nous pouvons, dans le cadre du budget régional, essayer de mieux répartir les dépenses. Mes propositions sont claires. D'abord, priorité à l'investissement, parce que c'est ça qui soutient l'emploi. C'est ça qui permet d'avoir les équipements publics indispensables pour les lycées, pour le ferroviaire. 800 millions d'investissements chaque année. Il faut maintenir cette somme. Après, comment gagner ? Eh bien, moi, je pense que chaque année, on peut redistribuer 50 millions sur le budget. Au bout du bout, dans les 6 ans, laissez-moi parler. Au bout du bout, ça représentera 300 millions. C'est-à-dire que nous redistribuerons 15% du budget de fonctionnement. La moitié ira à l'investissement, l'autre moitié ira sur les nouvelles dépenses. Ça, c'est chiffré. Ça correspond à la réalité dans un budget qui est stable. Monsieur Wauquiez, vous n'allez pas nous dire, ou alors dites-le aujourd'hui, que vous allez supprimer les emplois dans les lycées. Est-ce que vous allez supprimer les emplois dans les lycées ? Vous savez où est-ce que je veux supprimer les emplois ? C'est au siège de la région. Sur la masse administrative, on a trop de monde. Et il y a un point sur lequel je voudrais qu'on puisse mettre les choses au clair. Bien sûr, hein, vous le comprenez. C'est la question des impôts.
Monsieur Kérin nous dit Mais- la région n'a pas la maîtrise d'impôts. Il faut que ceux qui nous entendent sachent que la région fixe le prix de la carte grise, que la région fixe le prix Elle n'a de la pas taxe sur bougé l'essence. depuis 2008. Et que on Elle fait n'a partie pas des bougé, régions monsieur Wauquiez, sur depuis lesquelles 2008. elle est la plus élevée. Pourquoi? Parce qu'on est déjà au taquet. Elle n'a pas C'est-à-dire bougé. que M. Kérin a déjà fixé les impôts tellement haut qu'il n'a Mais plus la non. possibilité de Monsieur l'augmenter. Wauquiez, j'aimerais bien que vous et me qu'il va regardiez augmenter quand de 30 on, euros. voilà, quand on se parle. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus agréable pour avoir un échange. Monsieur Boudot, comment vous faites pour économiser? Écoutez, Si, il est voilà. nécessaire dans cette région de baisser le fonctionnement parce que nous considérons que cette collectivité territoriale a une vocation d'investissement, bien évidemment. Et pour avoir une marge d'autofinancement, une capacité d'autofinancement raisonnable et intéressante pour pouvoir investir, il faut baisser le fonctionnement de cette région. Nous proposons, nous, d'aligner les taxes régionales sur la moyenne nationale, c'est-à-dire les baisser de 10% à peu près pour rendre directement du pouvoir d'achat. Donc vous parlez des fameuses deux à taxes nos sur la carte compatriotes. grise et Oui, les deux taxes. Oui, puis il y a la CFE, la CVAE. Carte grise et Ah non, produits la CVAE, pétroliers. nous n'en avons pas la maîtrise. Mais Ah je, oui, pardon, c'est vrai, puisque mais elle je est fixée par voudrais l'État. quand même attirer l'attention de nos téléspectateurs sur le double discours de M. Wauquiez. J'ai dit tout à l'heure que l'UMP, le groupe des centristes et l'UMP à la région, a voté 92% des dossiers de M. Kéran en commission permanente. Voilà. 2014, les chiffres sont vérifiables. Ils ont voté conjointement, par exemple, le gaspillage de l'argent public de la région. 440 000 € pour la construction d'un cinéma au Burkina Faso, de plusieurs cinémas au Burkina Faso. 15 000 € pour fonder un kit d'information pour les Palestiniens pour qu'ils se sentent citoyens du monde. 30 000 € pour le subventionner le hip-hop au Laos. Tout ça, ce sont des dépenses qui manquent à l'apprentissage et qui manquent à l'investissement de la région. Et les partisans de M. Wauquiez l'ont voté, double discours. Allez, J'en excusez-moi, resterai là. je voudrais entendre Cécile Kukierman sur ce point précis, une attente en tout cas aujourd'hui des électeurs. Bah, écoutez, tout d'abord, je crois qu'il ne faut pas mentir aux électeurs. L'enjeu de la réforme n'était pas de faire des économies, cela a été peut-être annoncé, mais l'objectif premier de la réforme territoriale, c'était de fusionner et de renforcer la compétitivité des territoires entre eux. Donc voilà, je crois qu'on en est là aujourd'hui. La seule question, c'est est-ce qu'on s'enferme dans cette logique de réduction par principe de la dépense publique, ou est-ce qu'effectivement on contrôle cette dépense? Est-ce qu'on la rend utile et efficace pour répondre aux besoins des gens? Moi, je suis pour une région qui investissent, et qui investissent fortement. Parce que l'investissement, on l'a dit, c'est des emplois. Mais c'est répondre à des besoins. Moi, je ne souhaite pas demain que nous ayons des élèves qui apprennent et qui se forment pour l'avenir dans des lycées de mauvaise qualité. Moi, je ne souhaite pas demain réduire la masse des agents à la région Rhône-Alpes-Auvergne, et je terminerai sur cela. Parce que vous l'avez dit vous-même, 77% à lycée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on accepte qu'il y ait moins de gens dans les cantines, que l'entretien des lycées ne soit pas fait? Bien moi, à cela, je m'y résigne. Et je crois qu'il faudra en tout cas que l'on mène, avec l'ensemble des élus, véritablement ce débat, y compris nationalement, pour donner aux régions les moyens de répondre aux besoins des populations. Merci Cécile Kukierman. L'heure tourne si vite, madame, messieurs. Beaucoup de choses encore restent à dire. Mais heureusement, il y aura encore d'autres voies libres, thématiques cette fois, pour écouter, comprendre, échanger sur vos propositions respectives. Alors, dans cette élection, d'autres listes se présentent dans un souci d'équité, tel que ce principe a été défini par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Les critères sont assez clairs et je le dis pour tous ceux qui ne les auraient pas encore bien compris. Je vous propose d'écouter Chantal Gomez. Elle conduit la liste Lutte ouvrière qui veut porter la voix de la colère ouvrière. Le peloton de tête des trois qui sortira peut-être de ces élections, que ce soit le FN, le PS ou le Parti républicain, tous émèneront la même politique en faveur des grands patrons, en faveur des bourgeois de la région. Et nous, ces élections, on veut dire justement aux travailleurs et surtout à ceux qui seraient tentés par l'abstention qu'ils peuvent s'exprimer, qu'ils peuvent dire haut et fort qu'il faut interdire les licenciements, qu'il faut répartir le travail entre tous, augmenter les salaires et puis les indexer sur le coût de la vie, et qu'il faut aussi un véritable contrôle sur ces grands groupes qui font la pluie et le beau temps, même au niveau de la région, on le voit tous les jours. Et finalement, Kéran, comme les autres, comme le FN ou Wauquiez, eh ben, ils s'apprêtent à mener la même politique que Hollande au niveau de l'État, faire la poche des travailleurs pour donner un peu plus encore aux grands patrons. Autre liste engagée dans cette élection, la liste conduite par Gerbert Rambaud pour Debout la France. On l'écoute. D'abord, c'est proposer une vraie alternative aux Français. Une alternative crédible, avec des personnes qui veulent moraliser la vie politique et qui veulent arrêter des gaspillages qui ont été faits par les précédentes gestions, et aussi stopper clairement la vente de l'aéroport du Lyon-Saint-Exupéry.
Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas laisser passer et la région doit s'attaquer à ce problème et reprendre la gestion de l'aéroport. On a vendu déjà celui de Toulouse, on veut vendre celui de Nice et celui de Lyon. Paris ne se pose pas de questions, on ne vendra pas l'aéroport de Paris. Et on veut quoi après? Qu'on vende aussi les barrages? Bruxelles nous demande de vendre les barrages. Ça, ce sont des infrastructures qui doivent être restées au sein des régions, au sein des collectivités. Et il faut là-dessus se battre pour que ça ne soit pas vendu à des sociétés privées. Et en plus, on a 14 sociétés étrangères qui se sont manifestées pour acheter l'aéroport. Une autre liste sera présente dans ces élections en Auvergne-Rhône-Alpes, celle conduite par Alain Fédel pour l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Ça fait 8 listes. On attend peut-être de savoir s'il y en aura une 9e, mais pour l'instant, pas de nouveau. Voilà, merci à vous, madame. Messieurs, je vous donne rendez-vous le mercredi 2 décembre ici même pour une soirée spéciale élection régionale. Le dernier débat avant le premier tour. Juste après le journal régional, nous retrouvons nos 2 confrères de la presse régionale qui ont pris plein de notes, je le sais, pour le décryptage. Voilà, merci aussi à Franck Grasso. Tout de suite, vos flashs régionaux, France 3 Alpes, France 3 Auvergne et France 3 Rhône-Alpes. On se retrouve dans 3 minutes. Bonjour, bienvenue dans ce flash de la mi-journée. Manuel Valls était venu en déplacement hier à Moirans, 2 semaines après les émeutes, pour réaffirmer l'autorité de l'État. Le Premier ministre a promis aux élus et aux victimes que les fauteurs de troubles seraient sanctionnés. Le récit de cette visite un peu chahutée avec Noémie Dahan. Les sifflets et la colère. Voilà comment s'est achevée la visite de Manuel Valls à Moirans. 2 semaines après la flambée de violence déclenchée par les gens du voyage, le Premier ministre est venu soutenir élus et habitants. À Moirans, désormais, rien n'est plus comme avant. Il y aura ce fameux 20 octobre 2015 qui a choqué et bouleversé l'ensemble de nos concitoyens. Le 20 octobre dernier, la commune est en proie à des scènes d'émeutes commises par des gens du voyage. Ils réclament que l'un des leurs, incarcéré, puisse assister aux funérailles de son frère. Des dizaines de voitures sont incendiées. Cette visite, en compagnie de Bernard Cazeneuve, est symbolique et politique à 1 mois des régionales. Elle se teinte d'un discours de fermeté. Il n'y aura aucune impunité. Et ceux qui se sont livrés à ces actes, c'est le travail de la justice. Elle le fait de manière indépendante, mais elle le fera. Ceux qui se sont livrés à ces actes seront interpellés, poursuivis et sanctionnés. Le Premier ministre a également promis des indemnités supplémentaires aux victimes de ces dégradations. Dans l'affaire du meurtre de la postière de Montréal-Lacluse, le sort de Gérald Thomasin reste en suspens. L'ancien acteur soupçonné du crime clame son innocence. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Lyon a mis en délibéré au mois de janvier sa décision de le renvoyer ou non devant les assises prochainement. En sport, à présent, Lou Rugby réaffirme sa position de leader. Hier, les Lyonnais ont dominé très largement Tarbes, 46-6 lors de la 8e journée de Pro D2. Avec un nouveau bonus offensif et 32 points sur cette victoire, ils devancent toujours Aurillac. En Ligue 2 de football, Bourg-en-Bresse s'est incliné hier face à l'AC Ajaccio 2-0. Un doublé de Pagnoukov, vous le voyez à l'image. Battus par les avant-derniers du classement, les Bressans perdent ainsi 2 places et se retrouvent 7e. Pas de quoi réjouir leur entraîneur. On l'écoute. On savait que c'était une équipe en difficulté, qui avait le couteau sous la gorge et qui allait nous presser très haut et très fort dès les premières minutes. Et on n'a pas réussi à contenir. Et surtout, on a perdu quasi tous les duels défensifs. On n'a pas répondu au combat qui nous a été livré. On se quitte sur cette image de Paul Bocuse. Son visage s'affiche désormais à Lyon en face des halles qui portent son nom. Un hommage. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. La Voix est libre, le premier débat des régionales. Vous l'avez vécu avec nous. Analysons-le avec eux. Sur ce plateau, 2 journalistes de la presse régionale. Géraldine Marcon, bonjour, journaliste bonjour. À France Bleu Pays d'Auvergne et à francebleu.fr, c'est tout important de le dire. Et puis Geoffrey Mercier, que vous avez déjà vu dans La Voix est libre, journaliste politique au Progrès. Madame, monsieur, premières impressions à chaud. Alors, c'était un premier round. On sent qu'ils ne sont pas vraiment rentrés dans le fond. C'est drôle de voir comme les politiques s'invectivent tout au long d'une campagne et quand ils sont face l'un de l'autre, ils veulent prendre du recul, prendre de la hauteur et puis finalement on a vu que le naturel revenait assez au galop. Moi, il m'a manqué quelque chose, c'est l'esprit de conviction, c'est-à-dire convaincre les électeurs de l'intérêt de cette nouvelle région parce qu'elle n'est pas évidente cette nouvelle région.
L'Auvergne, avec Rhône-Alpes, il y a quand même quelque chose d'artificiel. Et donc, la difficulté, c'est d'intéresser vos téléspectateurs et des électeurs à une élection qui, par essence, déjà les intéresse de manière assez modérée. Et ensuite, avec ce grand projet régional. Et on a peu entendu d'éléments sur faites-moi rêver. Je suis d'accord avec Geoffrey, peu de conviction, même si j'ai trouvé que Mme Cukierman en avait peut-être un peu plus que les autres, on a montré un peu plus. Après, ce que j'ai trouvé étonnant, alors on n'est pas effectivement rentré dans le détail de tous les programmes, puisque tous ne les ont pas encore communiqués, mais ce que j'ai trouvé étonnant, c'est qu'ils se retrouvent finalement tous, et quel que soit le parti, sur un certain nombre de grands thèmes. On a entendu parler d'investissement qui doit être important, d'économie à faire, de priorité à l'emploi dans la région, sur tout un tas de thématiques. Tout à fait, sur un aménagement du territoire qui doit être adapté à chaque territoire pour que tout le monde en tire un bénéfice. Sur tout ça, finalement, on a l'impression qu'ils sont un peu d'accord. On se doute que la mise en œuvre de ces grandes lignes va être différente, mais j'ai trouvé qu'ils étaient assez proches, finalement, dans le discours. Yannick. On a l'impression, je ne sais pas si vous avez partagé ça, qu'ils ont du mal à sortir des constats. Quand on les branche, quel que soit le sujet d'ailleurs, hein, je ne sais pas si je me trompe, mais à chaque fois qu'on les emmène sur un sujet précis, et on a essayé, hein, que ce soit l'économie, que ce soit la gestion, on est sur il faudrait, ça va pas, les gens se plaignent. Et quand on dit concrètement, qu'est-ce que vous proposez ? Pour l'instant, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est le début de la campagne, on a du mal à obtenir, ou en tout cas on va aller chercher des réponses très précises avec les moyens qui vont être mis en œuvre. Tout à fait, puis on a vu justement avec la loi NOTRe que les compétences des régions évoluent quand même un peu, et on a l'impression que même eux ne savent pas vraiment sur quel point, sur quel bouton ils vont pouvoir appuyer. Les compétences économiques, on a compris qu'elles allaient être importantes par la région, être portées par la région, et finalement on a très peu d'éléments concrets de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là-dessus. Oui, moi j'allais dire heureusement qu'ils sont d'accord, puisque effectivement, ce sont les conséquences de la loi. Et aider les PME, c'est dans la loi. Donc celui qui pourrait s'abstraire de cette considération devrait faire autre chose dans la vie. Il y a effectivement, ils sont d'accord sur l'emploi. La belle affaire, ils sont d'accord sur faire des économies, réduire le fonctionnement. Alors un certain nombre de candidats s'est engagé. Mais il y a des choses qu'il faut quand même savoir au début de l'examen de cette loi, c'est qu'on devait avoir moins d'élus déjà sur cette région. Et il y a un parlementaire qui est PS, qui est un parlementaire de la Loire, qui a fait rétablir l'intégralité, l'association des deux assemblées. Donc on a encore plus d'élus, donc chacun veut faire des économies, mais finalement, quand ça le concerne, de manière un peu différée. Alors ensuite, effectivement, on a aussi des choses qui sonnent bien aux oreilles. L'aménagement du territoire. Personne n'aura jamais autant parlé du Cantal, dont la population est égale quand même à celle de Villeurbanne. Personne n'aura jamais autant parlé du Cantal qu'aujourd'hui, parce que le Cantal, c'est le truc à faire extraordinaire. Personne en Rhône-Alpes, pardon. Personne en Rhône-Alpes. Beaucoup du Cantal en Auvergne. Excusez-moi. Obligé de le dire. Mais non, mais après, nous, en Rhône-Alpes, on est ravis de cette association magnifique. Mais concrètement, c'est quoi ? Et c'est quoi le Cantal ? Allez parler aux Lyonnais. Ils ont fait une magnifique campagne de pub en ce moment. Lyonnais, mettez-vous au vert ou quelque chose comme ça. Vous allez Stéphanois, plus précisément. Vous allez enfin aimer le vert. Vous allez enfin aimer le vert qui est génial. Et ben c'est chouette quoi. Mais ils attendent que les Auvergnats attendent que les Rhône-Alpins viennent vers eux. Mais le contraire aussi. En Rhône-Alpes, on attend aussi que les Auvergnats se fassent un peu connaître parce que effectivement, il n'y a pas que Michelin quoi en Auvergne. Tout à fait. Donc faites-nous rêver encore une fois. Je trouve qu'on les a peu entendus sur justement la manière dont il peut y avoir des synergies parce qu'elles paraissent pas évidentes aujourd'hui. C'est des territoires différents, on l'a vu en termes de population, de pouvoir économique. Mais on peut avoir des vraies synergies. Ces territoires de montagne, je pense que le Cantal a à gagner, à travailler plus avec tout le massif alpin aussi. Et tout ça, on n'en a pas entendu parler auprès des candidats. Quoi. Comment fonctionner ensemble on va quand même se le dire, c'est vrai qu'il y aura des vraies thématiques, donc on ira peut-être un peu plus au fond. C'est vrai que là, c'était un premier round, si je puis utiliser cette image un petit peu guerrière, un petit peu plutôt agressive. Sur les personnalités, sur la prestation des uns et des autres, qu'est-ce que vous auriez à me dire ? Pas de surprise majeure. C'est vrai que Laurent Wauquiez a quand même l'habitude de ce genre d'exercice. Et il a ressorti, alors c'est des arguments, il n'y a pas eu beaucoup d'arguments nouveaux. Alors là, j'ai entendu dire qu'il entendait réduire les indemnités des élus de 10%. Je ne l'avais pas entendu ailleurs, alors peut-être que c'est une information. Christophe Boudot aussi, alors de plus en plus à l'aise parce que lui venait de plus loin. À gauche, Cécile Cukierman, que j'ai trouvé particulièrement incisive, combative, même si en termes d'économie, clairement, à mon point de vue et à ce stade de la campagne, elle se met dans les pas de Jean-Jacques Kéran. Tout à fait. Elle ne peut pas faire autrement. Elle est sortante et elle portait la politique économique.
Mais effectivement, il n'y a pas de gros écarts, mais c'était une personnalité intéressante. Je suis assez d'accord, je pense, sur l'aspect, ça a été certainement la plus percutante aujourd'hui. J'allais dire pour Christophe Boudot, ce qui m'a peut-être étonné, c'est que j'ai trouvé très très incisif et agressif avec Laurent Wauquiez, et finalement beaucoup moins avec Jean-Jacques Kerran, alors qu'on s'attendait peut-être plus à ce que le sortant soit plus attaqué, et finalement il a été plutôt bienveillant. En termes de stratégie politique, purement politique. Il y a peut-être des électeurs communs. Si on parle de stratégie politique entre Jean-Charles Colas et Jean-Jacques Kerran, bon, c'est la paire. Hein. Le début de campagne, vous en avez pas parlé, mais ils ont eu des termes l'un vis-à-vis de l'autre qui étaient très durs, en tout cas les Verts. Hein. Et puis le terme, ça m'a fait rire, parce que le terme Khmer vert, Laurent Wauquiez l'a pas inventé, il vient de Gérard Collomb au départ, qui est socialiste. Donc ça m'a un peu amusé de l'entendre. C'est vrai que Jean-Jacques Kerran a particulièrement épargné son voisin de droite, M. Colas. Il s'est retenu de toute attaque, de tout propos de travers. On a l'impression qu'on prépare déjà la suite avant même que le premier tour ait commencé. Et les Verts, comme le Parti communiste, ont bien dit on ne parlera de tout ça qu'au soir du premier tour pour pas trop s'avancer aujourd'hui. Puis c'est important, je pense, électoralement, de ne pas commencer à discuter de ça, mais on sent bien que Jean-Jacques Kerran ménage tous ses futurs alliés, puisqu'il n'a quand même pas intérêt à se fâcher avec eux maintenant. Alors, il y a une chose, on n'a pas parlé complètement, mais là aussi, ça donnera, on y reviendra dans d'autres voies libres, c'est le poids des métropoles. À l'avenir, on sait qu'un des enjeux, malgré tout, de l'après-élection, ça va être, alors déjà la métropole de Lyon avec la grande région, et puis les autres métropoles à terme, Clermont, Grenoble, Saint-Étienne. Est-ce que vous pensez, vu la durée de la campagne qui sera relativement courte, soyons clairs, donc elle sera sans doute très politisée, est-ce que vous pensez que ce thème-là doit être mis en exergue ou sera mis en exergue par les uns et par les autres ? Malheureusement, les électeurs n'ont pas encore compris qu'on avait intégré une métropole. Alors leur faire comprendre que la région va travailler avec les métropoles. Et puis il y a même deux sujets, c'est-à-dire que effectivement sur les schémas de développement économique sur la région va prendre la main en coordination avec les métropoles au sens large. Avec la métropole de Lyon qui a un statut particulier, puisque c'est devenu une collectivité locale, ça devra se faire de concert. Et paradoxalement, Gérard Collomb, donc le président de la métropole de Lyon, on peut presque considérer qu'il travaillerait plus facilement, d'après ce qu'on entend avec Laurent Wauquiez, qu'avec Jean-Jacques Kerran. C'est assez vrai. Et à terme, ça sera concerné aussi, parce que forcément, c'est un mouvement historique. Exactement. Moi, je pense que ce problème-là, effectivement, va vraiment pas faire partie de la campagne, si ce n'est peut-être pour lever certaines craintes, puisque Lyon fait peur à beaucoup de monde. Hein. On le sent un peu dans toutes les organisations, où qu'elles soient. La taille, le poids de Lyon fait un petit peu peur, et donc peut-être qu'on va l'aborder de cette manière-là, mais plus sur la défensive. Après, cette problématique-là, effectivement, les électeurs, je pense qu'ils en ont absolument pas conscience. Juste un mot pour dire qu'il va y avoir un problème d'électorat, il me semble, hein, parce que tu l'as dit au début de l'émission, il va y avoir beaucoup d'électeurs, de fait, en zone urbaine. Et il faut quand même ménager les gens qui n'y sont pas. On l'a vu au début, on fait très attention. Donc il y a un problème pour ces candidats d'équilibre entre ces deux populations, mais forcément, c'est a priori les urbains qu'on doit toucher en premier, puisque c'est les plus nombreux. Foncièrement. 80% d'urbains, mais effectivement l'aménagement du territoire, c'est-à-dire faire une ligne de transport, ça coûte très cher, mais la solidarité passe par ça. Et donc c'est là qu'on fait de la politique, c'est-à-dire que c'est là qu'on fait des choix, et c'est-à-dire oui ou non. Et donc le sens premier de la politique, c'est de faire ces choix-là, et on les attend sur ces choix-là. Alors je voudrais revenir sur le sondage paru il y a quelques jours, sondage IFO publié donc pour nos confrères d'ITélé, Paris Match et Sud Radio. On va tout de suite regarder le second tour, parce que c'était la première information qu'on a pu reprendre. Donc Laurent Wauquiez, Jean-Jacques Kerran, crédités du même score. C'est le 4e sondage sur l'élection régionale en Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est la première fois qu'un institut donne le même score, 37% chacun, et Monsieur Boudot à 26%. Je voudrais savoir comment vous l'analysez. Alors une première réserve qui est sur les marges d'erreur qui sont autour de 3%. Donc attention, c'est presque une demi-surprise. Le fait que Jean-Jacques Kerran effectivement ait rattrapé ce retard que décrivaient les sondages précédents. Donc ce coude à coude est intéressant. L'autre surprise, c'est par rapport au précédent sondage, les communistes qui passent de 7 à 4%. Et là, ça change tout pour les communistes parce que... Regardez, c'est le premier tour. Hein. Il faut peut-être dire... Oui, pardon, c'est pour le premier tour. Il faut peut-être dire qu'à partir de 5%, on peut fusionner avec une des listes qui sera au second tour. Si on fait moins de 5%, on ne pourra pas. C'est-à-dire que les communistes disparaîtraient complètement de l'Assemblée régionale. Ce qu'on constate aussi, c'est que la liste d'Europe Écologie Les Verts, Nouvelle Donne, etc., espérait bien pouvoir se maintenir, ou en tout cas faire jeu égal avec la liste de Jean-Jacques Kerran. Non, et ça va être compliqué. Si je me permettre, oui, voilà, il voulait arriver en tête au soir du premier tour. Et on se rend compte que ce ne sera pas le cas, malgré les beaux scores qu'ils ont pu faire aux dernières élections ou aux municipales, par exemple. Après, ce qu'on constate aussi, c'est que Laurent Wauquiez perd un petit peu tout doucement, alors qu'il a peut-être
commencé la campagne un peu avant Jean-Jacques Kérane ou Christophe Boudot, et finalement il baisse un petit peu dans ses intentions de vote. On l'a senti venir ce sondage quand on travaillait sur cette émission. On sentait que les socialistes ces derniers jours étaient un petit peu plus détendus et un petit peu d'optimisme. Et on a aussi compris que du côté de la liste, on l'a dit d'ailleurs dans la Voix libre la semaine dernière, du côté de la liste à droite, Laurent Wauquiez et UDI, il y a des petites tensions. D'ailleurs, liste qui va être publiée bientôt et présentée intégralement avec le programme. Mais on a senti que c'était un peu tendu entre le centre et la droite. Peut-être que le centre a compris que la victoire, si elle se profile, ne sera pas aussi facile que ce qu'on attendait de ce côté-là au départ. Effectivement, mais je pense que Laurent Wauquiez en a toujours eu conscience, c'est qu'une campagne n'est jamais gagnée, et preuve en est, c'est que ça risque d'être extrêmement serré. Il a conscience de sa difficulté à fédérer aussi. C'est vrai que les atermoiements des uns et des autres à fédérer, alors évidemment Jean-Jacques Kérane qui a eu beaucoup de problèmes avec les socialistes, notamment sur la métropole de Lyon et dans le Rhône, et puis aujourd'hui, ou juste hier, Laurent Wauquiez et les centristes, je ne pense pas que ce soit des éléments qui viennent directement dans l'opinion des électeurs. Je pense que ça reste quand même quelque chose d'assez microcosmique et que dans 15 jours, dans un mois, c'est des choses qui auront été oubliées. Donc maintenant, c'est quelle musique, quelle histoire ils vont raconter, quelle image ils vont livrer, et c'est ça qui va déterminer, et aussi, y compris chez les 30% d'abstentionnistes qui pourraient peut-être se décider à aller voter. Le Front National, 24% premier tour, 26% second tour. Donc là aussi, et du reste, Christophe Boudot l'a fait remarquer dans le débat, sur une tendance qui est plutôt haussière. Plutôt haussière et finalement peut-être un peu moindre que celle qu'on peut constater dans d'autres régions. Alors ça tient peut-être aussi à la personnalité de la tête de liste qu'on connaît moins ici que dans d'autres régions. Mais c'est vrai que le Front National, les autres candidats peuvent pas se voiler la face. Il commence quand même à... Et la structure d'électorat aussi, parce qu'en Auvergne, on sait que le Front National pèse moins lourd dans l'électorat, en tout cas, que complètement. Encore que sur notamment les zones rurales dont on parlait, c'est sur les derniers scrutins, il a été aussi renforcé, on va pas faire l'autruche et se voiler la face là-dessus. Et puis même au départemental, il ne faut pas oublier que la métropole de Lyon ne votait pas. Elle est quand même relativement rétive à l'électorat Front National. Malgré en tout cas ces deux nouveaux électorats, si je puis dire, le Front National fait un score qui est fort. Oui, c'est une autre spécificité de ce sondage par rapport au précédent, c'est-à-dire que dans les précédents, le Front National était à 23, 24 et systématiquement plafonné. C'est le premier sondage. Alors, il faut se méfier parce que c'est encore une fois un sondage qui a des marges d'erreur. C'est la première fois que le FN dépasse vraiment ce cap des 25%, ce qui est assez considérable. Après, il faudra voir, même s'ils seront au second tour, si une partie de cet électorat-là va se reporter et dans quelle proportion sur Laurent Wauquiez. Une dernière question, parce qu'on arrive quasiment au terme de l'émission. Tout à l'heure, je parlais de 8 listes. J'évoquais une possible 9e. Est-ce que vous avez des infos les uns les autres sur la constitution, la finalisation d'une liste qui s'appellerait 100% citoyen, qui serait peut-être menée par des modems particulièrement lyonnais qui n'étaient pas d'accord avec l'accord avec Laurent Wauquiez? Alors c'est toujours bien de bander ses muscles et puis de dire qu'on existe. Il faut 230 noms répartis dans l'ensemble des territoires de cette nouvelle région Rhône-Alpes-Auvergne. Il faut à minima 200 à 300 000 euros et un peu d'organisation. Alors s'ils arrivent à présenter une liste la veille de la clôture, je dirais chapeau. Mais je n'ai pas d'informations en ce sens-là et je n'y crois pas vraiment. Je crois qu'ils avaient parlé de 80% des listes qui seraient déjà prêtes, mais c'est vrai que ça semble quand même être peut-être justement le coup de bluff pour forcer un peu la main à d'autres listes sur les programmes. Les amertumes appellent toujours au coup d'État, mais difficile de les réussir. Allez, Géraldine, Geoffrey, merci. Merci d'avoir participé à ce décryptage qu'on considère très très utile pour nos téléspectateurs. Yannick, tous les deux, on se retrouve dans ce studio ici même. Ce sera donc la semaine prochaine à 11h pour un autre débat sur les régionales. Il sera consacré cette fois aux enjeux transport et aménagement du territoire. Et puis j'insiste, le 2 décembre au soir, mercredi 2 décembre au soir, le dernier débat des régionales à quelques jours du premier tour. Comme d'habitude, je clôture la Voix libre par l'annonce des programmes de l'après-midi sur France 3. À 15h20, le documentaire. Vous plongerez dans l'histoire des archives d'un grand quotidien régional que vous connaissez. Je ferai bien sûr le DL pour les intimes, le Dauphiné libéré pour les autres. Le journal fête cette année ses 70 ans d'existence. À 16h15, chronique d'en haut, à l'école des guides de haute montagne de Chamonix, pour parler des femmes guides. Elles sont très rares à exercer ce métier. Pourquoi ? Eh bien, c'est ce que vous saurez en regardant chronique d'en haut à 16h15. Voilà, c'est la fin sur cette belle musique de la Voix libre. Merci encore de votre fidélité et à samedi prochain, 11h.